Bonjour Anne, Bonjour Lilia. c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Pour la petite histoire, ce qui m'avait vraiment interpellée chez toi, c'est vraiment la façon dont tu décris ton métier, tu décris ton parcours. Je t'ai trouvé vraiment passionnée et ça m'a donné l'envie de t'inviter au podcast et d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Anne, c'est vraiment de te présenter à ta façon et voilà, de faire un bref portrait sur toi. Je m'appelle Anne Cournoyer, j'ai 55 ans. Je suis premier chef de publicité à Radio-Canada, donc dans le département des communications. Je suis issue du monde des agences. Donc, j'ai fait toute ma carrière en agence de publicité avant d'arriver à Radio-Canada en 2010. Donc, ça fait déjà 15 ans dans ce poste-là. C'est mon premier et mon unique poste de gestion. Donc, moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé les beaux textes. J'ai toujours aimé lire. Fait que je me suis naturellement inscrite en communication à l'université en ne sachant pas trop où ça allait m'amener. Puis, je suis tombée un peu dans la publicité par hasard. J'ai adoré ça. Puis, je trouvais que c'était une façon quand même fun de gagner sa vie en écrivant. Puis ben, petit à petit, je suis sortie du monde des agences, qui est quand même un monde particulièrement compétitif, très performant. Je trouvais ça dur avec des jeunes enfants là, de maintenir ce rythme-là. Ça a quand même un peu changé aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était quand même assez prenant. Puis finalement, là, je suis rendue à Radio-Canada, un diffuseur public que j'adore, dont j'admire la mission. J'ai l'impression quand même, à ma petite mesure, de contribuer à quelque chose qui plus est peut-être même dans les temps qui courent, à la sauvegarde de notre démocratie en faisant la promotion de contenus rigoureux, éclairants, bien faits. Puis moi, je me définis comme une trouveuse de solutions. C'est ça que j'aime faire dans la vie. D'accord. Aider les gens à progresser puis à solutionner des enjeux. Je suis une fille très sensible, mais si bien que dans les situations stressantes ou les situations où les sensibilités sont plus à fleur de peau, j'apprends à me sentir à l'aise, puis j'apprends, mais j'ai une valeur ajoutée quand même que je sens à aider les gens à trouver des idées, à être plus créatifs, pousser plus loin, mais dans le respect puis dans un environnement de travail que je souhaite le plus humain possible. Donc, D'accord. Je suis curieuse de savoir parce que tu me dis que tu as fait un baccalauréat en communication et je pense j'ai vu aussi que tu as fait une maîtrise en histoire. je l'ai pas achevé. Ah, ok. J'ai étudié en histoire à l'université. J'adorais ça. J'adorais ça. Je voulais devenir professeur. J'ai complété 2 ans. Mais là, j'étais enceinte. Puis il y avait le travail. Bref, c'était too much. J'ai laissé tomber. J'ai énormément regretté. Mais en même temps, c'est un bagage que je chéris. Mais là, c'est drôle, honnêtement, parce que là, j'ai une fille qui est au doctorat. Ah, ok. Alors, je me dis, oh mon Dieu, c'est donc belle fun. Il y a ce désir-là pour les études, les hautes études qui continuent chez moi, dans ma famille. Fait que c'est le fun. Oui, mais je trouve ton parcours quand même impressionnant parce que tu as eu un parcours académique atypique peut-être pour quelqu'un qui va justement dans le domaine de la publicité. C'est quoi le parcours typique pour être chef de publicité chez Radio-Canada? Est-ce que c'est un bac en marketing ou est-ce qu'il n'y en a pas justement? Ben moi, j'ai un parcours atypique dans le sens où j'ai été conceptrice une grande partie de ma carrière. Puis je suis arrivée dans un rôle de gestion où j'ai eu du plaisir. Je me suis dit, il me semble que je peux apporter quelque chose, il me semble que je peux apprendre. Fait que je me suis lancée là-dedans. J'aurais pu rester conceptrice toute ma vie. Donc, les agences de publicité regorgent de personnes qui ont fait un paquet de choses avant d'arriver en agence. Puis je parle des gens en création, je parle des gens en marketing. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le milieu du sport, dans le milieu de la restauration, qui ont voyagé. Il y en a qui ont étudié en marketing, qui ont étudié en création publicitaire, en design graphique. Et puis le parcours a été plus linéaire, mettons, au niveau des études, puis par la suite vers la carrière. Moi, ça a été plus instinctif, mettons. C'était vraiment en communication, sans savoir que ça allait m'amener à la publicité. La publicité, c'est un accident. Je me destinais à écrire peut-être en journalisme. Ça n'a pas été un désir que j'ai maintenu très longtemps. Donc, oui, un parcours... mais le chemin le plus droit, mettons, le plus linéaire pour arriver en marketing, c'est vraiment les études, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui
qui viennent du milieu, qui viennent du DESS, qui viennent même du programme Art et communication des médias de Jonquière, ou d'autres écoles qui enseignent soit la création publicitaire, le design graphique ou le marketing, bien sûr. Mhm. Je suis quand même admirative des personnes qui savent quand même assez tôt ce à quoi ils aspirent à devenir. Donc c'est pas facile parce qu'on quand on est jeune, on sait pas encore un peu qui on est, on se cherche, on connaît pas potentiellement tous les métiers. C'est quand même vaste et c'est plus peut-être arrivé sur le marché du travail qu'on découvre certains métiers aussi. Donc voilà, je suis assez admirative de ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée typique de travail ou je pense que toi, ton travail, c'est plus en termes de projet. Peut-être nous décrire un projet, comment tu le commences, c'est quoi le processus et comment ça se finit. Ben oui, c'est intéressant. J'ai eu aujourd'hui d'ailleurs un brief. Donc moi, je travaille avec une équipe de stratégie marketing et qui est dirigée par une collègue à moi. Et moi, je dirige une équipe de création qui inclut des gestionnaires de projets et des créatifs, donc concepteurs, édimestres, etc. Donc aujourd'hui, l'équipe de stratégie marketing qui est affiliée au divertissement, moi je m'occupe surtout des contenus de divertissement de Radio-Canada. Pour la petite histoire, ce sont les contenus de fiction, les contenus de variété, les contenus jeunesse, sport, etc. Donc, par opposition peut-être aux contenus d'information qui sont dans un autre secteur. Donc, ce matin, on a eu un briefing de l'équipe de marketing pour une nouvelle série dont il faut faire la promotion. Donc, le briefing avec un briefing très touffu, avec des groupes cibles, des cibles des OKR, donc les Objective Key Results, les objectifs marketing qu'on cherche à atteindre avec cette série-là, la stratégie marketing envisagée, le média et tout, plus la portion création. Quel est l'angle dont on veut se servir pour aller chercher la cible qu'on veut rejoindre avec cette série-là, accroître la portée de marché de la plateforme sur laquelle la série va être diffusée, etc. Plus la portion créative, comment on va aller chercher, comme je disais tout à l'heure, le public avec ça. Donc, une fois que le briefing est fait à toute l'équipe de création, incluant moi, on part en brainstorm. Donc là, il y a des rencontres de création. Je n'assiste pas, mais il y a des rencontres de création qui sont avec l'équipe de création pour voir qu'est-ce qu'on a comme idée. Donc, on va sortir 2, 3, 4 idées. Après ça, moi, je les rencontre, puis ils me présentent ce qu'ils ont pensé, je repense au briefing, oui, on est sur la bonne ligne, peut-être creuser davantage celle-là. Moi, mon travail, c'est vraiment de lifter l'effet créatif En et la gros, portée. t'es un peu comme le chef d'orchestre. Oui. Tout ça. OK. Oui. Donc, oui, je m'assure que tout le monde a ce qu'il faut pour travailler, que on garde l'œil sur on a l'œil sur le résultat final, donc un accroissement de l'auditoire ou peu importe c'est quoi l'objectif marketing et de communication qu'on vise avec le projet dont on parle. Et puis c'est ça. Donc il va y avoir énormément de formats selon parce que là tout le monde connaît la multiplication des plateformes de diffusion, hein? Donc téléconnecté, en radio. Donc nous autres à Radio-Canada, on a la chance d'avoir un bassin de points de contact médias parce qu'on est un média. Donc, on a, nous, un site web, on a des radios, on a des chaînes télé, mais on va aussi voir qu'est-ce qu'on veut, si on va aller chercher de nouveaux publics, mais comment on sort de notre écosystème pour va chercher les gens à l'extérieur. Et ça, c'est l'agence média qui nous aide à trouver les points de contact qui sont nécessaires pour la série. Mais moi, mon but, c'est d'amener l'équipe de création à présenter un concept ficelé, réaliste, percutant, efficace, mémorable. Donc, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Évidemment, on peut pas prioriser tous les projets parce qu'il y en a une foison, mais on priorise avec l'aide de notre équipe marketing. Ce projet-là, il y a le potentiel d'aller chercher un auditoire X qui nous donne une priorité très grande. Donc, on y met beaucoup de temps et d'énergie, mais tous les autres aussi sont importants à leur façon, là, mais c'est de prioriser aussi les bonnes énergies puis de choisir nos batailles. Mm-hmm. Ça m'amène à me demander, c'est quoi les plus gros défis dans ce type de projet, justement? Parce que j'imagine que c'est des projets où il faut constamment innover. Oui. Donc, mon réflexe serait de dire la créativité, mais est-ce qu'il y a d'autres défis, hormis la créativité? Ben, c'est plus grand, mais la créativité seule, ça, c'est pas un défi parce qu'il y a rien de plus fun de créer. C'est la créativité avec les contraintes auxquelles elle est rattachée. Les contraintes de budget, les contraintes de temps, les contraintes d'individus. On crée pas juste parce que
Par exemple, une série de fiction, ben, elle est produite par des gens qui ont vendu le contenu à Radio-Canada. Donc, il y a une équipe de programme qui a acheté le contenu, qui a son mot à dire, qui tient très fort à dire son mot. Il y a une équipe de production qui a mis son sang, sa passion, son énergie pendant 2, 3, 4, voire 5 ans avant de produire une série. Donc, ces gens-là sont investis à un point que des fois, même nous, c'est extrêmement sanguin comment ils tiennent à leur série. Puis souvent, ils ont une idée très précise de comment ils veulent la promouvoir, bien que ce soit nous qui ayons l'expertise. Mais on peut pas juste faire fi, tu sais. Donc, la créativité, oui, mais tenir compte de tous les gens qui ont autour puis qui veulent participer au processus, avoir leur mot à dire, et nous, tout en gardant notre expertise puis notre mot à dire comme créateur publicitaire puis comme expert en promotion, on pourrait dire comme ça. Fait que ça demande du doigté, ça demande du tact, ça demande parfois de mettre le pied à terre, ça demande parfois des conversations plus délicates, ça demande d'y croire, ça demande aussi beaucoup de résilience quand on se fait virer de bord, on se fait dire ça marchera pas. On retourne à notre table à dessin, on recommence. Donc c'est un travail où il faut pas s'imaginer qu'on fait comment dire une œuvre d'art là, et auquel on s'attache puis on fait tout ça au début là, on est très il faut avoir un sain détachement qui fait que oui on s'investit, oui on y croit, oui on est déçu s'il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, on se roule les manches pour continuer. D'accord. En gros, la créativité n'est pas un élément primordial. Ça vient tout seul de ce que je comprends. Oui, il faut y faire attention, par exemple. Moi, je dis toujours, une idée, c'est fragile. Ça peut être détruit très facilement par la mauvaise foi ou quelqu'un c'est pour ça que je dis en brainstorm, quand on génère des idées, il n'y en a jamais de mauvaises. Mm-hmm. On n'est pas là pour dire, ah oui, mais ça, on l'a déjà fait. Ah oui, mais ça va coûter cher. Ah oui, mais ça, le producteur, il aime pas ça. On n'est pas là pour dire ça. On génère des idées. Puis quand il y en a une qui émerge, on la bichonne, on y fait attention, on la met dans un écran, une belle présentation, pour que les gens aussi à qui on la présente sachent qu'il y a du travail derrière ça, là. Peut-être que t'aimeras pas ça. Si t'aimes pas ça, on parle, on trouve des façons où il y a un élément qui te déplaît, puis là, on négocie, on trouve des terrains d'entente et tout. Mais c'est important de la chérir, cette créativité-là, parce que, tu sais, on travaille avec des équipes qui ont 4, 5, 8 projets par semaine. C'est un volume très, très grand. C'est pas vrai qu'on peut être intelligent, drôle et surprenant dans tout ce qu'on fait avec la même degré à chaque fois. Donc, il faut chérir ça, il faut y faire attention. Okay. C'est intéressant parce que j'avais toujours en tête que pour ce genre de domaine, il faut être constamment innovant, constamment créatif, avoir toujours de bonnes idées, un peu comme dans la série Emily in Paris. Je sais pas si tu l'as vu sur Netflix justement, qui est cette américaine qui va vivre à Paris, qui travaille dans une agence marketing et qui a tout le temps qui se démarque des autres avec ses idées innovantes, ses projets. Donc c'est quand même c'est bon à savoir. Alors tu as parlé des autres plateformes, les réseaux sociaux. Ça m'amène à me demander, avec toutes tes années d'expérience justement chez Radio-Canada ou notamment dans le domaine de la publicité, est-ce que tu vois un assez gros impact concurrentiel justement avec ces plateformes? Parce que un peu tout le monde, il y a beaucoup de contenu de divertissement. Tout le monde peut s'ouvrir une page Instagram ou une page Facebook, une page TikTok, puis commencer à faire un certain contenu de divertissement. Est-ce qu'il y a un si gros impact avec les géants dans le monde des médias comme Radio-Canada? Ben, il y a un impact certain sur les plateformes traditionnelles, ça, c'est sûr. Et c'est un secret pour personne que la télé linéaire, donc la télé qu'on ouvre et qu'on écoute parce qu'il y a une grille de programmation qui est linéaire, donc chronologique, cette télé-là est en régression. C'est partout dans le marché, là. C'est des portées d'audience qui diminuent d'année en année parce que les auditoires plus jeunes, ils ont pas le câble, ils ont pas la télé, ils ont une télé connectée ou ils ont un laptop, puis c'est comme ça qu'ils consomment leur contenu. Donc oui, c'est sûr, les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, les gens en marketing d'influence, tout le monde peut devenir son propre média. C'est sûr et certain.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup de où je travaille, c'est la rigueur des gens à créer du contenu de grande qualité, du contenu instructif, divertissant, puis pour toutes les tranches de la génération. Je veux pas faire la promotion de Radio-Canada, mais je le vois, les émissions jeunesse, comment il y a du soin qui est mis. On a même une plateforme d'information pour les plus jeunes. Les jeunes qui veulent écouter, qui veulent s'initier à l'actualité, mais qui veulent pas nécessairement écouter le téléjournal là, ou RDI, là, ben ils ont une plateforme on a une plateforme numérique pour eux, pour les initier à l'actualité avec des informations vérifiées. T'sais, fait que tout ce travail-là, c'est oui, Internet, YouTube, Insta, tout ça, c'est toutes les magas de ce monde, les GAFA de ce monde nous mettent à mal parce que c'est une concurrence énorme. Les gens, c'est sûr que quand tu veux les attirer avec une série télé, les 18-34, là, c'est un vide bonheur. Donc, ça prend un marketing agressif. Faut aller les rejoindre sur les bonnes plateformes. Puis on n'ira pas les chercher avec la télé linéaire. On va aller les chercher avec un OTT. Une plateforme numérique comme Tout.tv, par exemple. Pour leur offrir un contenu qui les intéresse sur la plateforme qui va les chercher. Mais c'est un atout, tout ça, si tu es capable de t'en servir intelligemment, puis de t'adapter, puis de te réinventer. On n'a comme pas trop le choix. De toute façon, tu sais, faire une carrière dans les médias aujourd'hui, ça sera pas comme c'était il y a 10 ans, ça sera pas comme c'était il y a 20 ans. Puis avec l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus un outil de travail, mais aussi une menace quand même à la créativité humaine, il faut tirer son épingle du jeu puis s'assurer qu'on fait des contenus qui se démarquent par leur intelligence, par leur pertinence, par leur qualité du français dans un pays où on est minoritaire, tout ça. Je me demande aussi, après toi, tu m'as dit que tu es plus dans le domaine, dans un département de contenu de divertissement. Oui. Je sais pas si du coup tu sauras répondre à cette question qui est peut-être plus qui est mieux à poser à une personne dans un département plus informationnel. Mais est-ce que tu as connaissance des fois du fait que une personne pourrait être amenée à travailler sur un projet avec lequel elle est un peu en conflit de valeurs? Qu'est-ce que c'est intéressant comme question? Mais avant d'être chef de création en divertissement, j'étais chef de création en livre. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les journalistes. Puis, mettons, est-ce qu'un exemple, ce serait de faire la promotion d'un documentaire qui porte sur le nazisme, par exemple? C'est quelque chose comme ça que tu veux dire? Par exemple, il y a un criminel de guerre qui a été invité dans une chaîne télévisée d'un pays pour, par exemple, faire un discours. Puis il y a une équipe chargée justement du projet de publiciser cet événement à venir. Je me dis comment on arrive à gérer ce conflit de valeurs parce qu'il y a plusieurs personnes sur le projet. Quelle est la bonne façon de gérer sans nécessairement quitter son emploi ou est-ce que c'est quelque chose que dont t'as déjà fait l'expérience ou que t'as connaissance de personnes qui l'ont vécu? Je pense pas. Ce que je peux dire par contre, c'est que moi, tous les journalistes que j'ai côtoyés se pitcheraient pour interviewer un criminel de guerre. OK. Avec une entrevue rigoureuse, dont les questions sont peu connues à l'avance, avec une participation, tu sais, s'assurer que l'entrevue, il n'y a pas de, comment je dirais, il n'y a pas de vice de procédure dans la façon de mener l'entrevue. Moi, tous ceux que j'ai connus, il lèverait la main, là. Tu sais, les journalistes que j'ai côtoyés, les correspondants, surtout qui sont un groupe assez particulier de gens là, qui vivent dans des zones hostiles, parfois dans des zones de conflit. C'est eux autres là, d'aller rapporter une information en allant interviewer quelqu'un qui symbolise peut-être tout ce qui va mal dans notre monde là. Et je pense qu'il se, oui, Okay. il se battrait pour avoir Ça va de soi un petit peu. Il se battrait pour avoir la primeur. Parce que c'est important de comprendre. Tu peux pas juste comprendre si
Tu parles juste aux gens d'un côté du camp, là, tu sais. Donc, le journaliste, la façon dont moi je le comprends, puis ce que j'ai pu voir des gens que j'ai côtoyés, c'est les deux côtés. D'accord. Donc, c'est à la fois le politicien peut-être bienveillant ou je sais pas quoi, mais c'est son adversaire aussi ou tu sais dans le cas de l'exemple que tu donnes très extrême, un criminel de guerre, ben ce personne a un propos qui est important de saisir pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'actualité puis pourquoi cette personne-là fait ce qu'elle fait. Ouais, mais d'une certaine façon, ce serait pas une façon d'accorder de la légitimité à cette personne-là? Ça dépend comment c'est fait. OK. Évidemment, à Radio-Canada, puis là, je suis en terrain uncharted, comme on dit, là, c'est pas mon métier, mais je sais qu'à Radio-Canada, le traitement de l'information, le traitement objectif de l'information, la neutralité journalistique, c'est il y a je sais pas combien de personnes là, qui veillent à ça, là. Donc, c'est vraiment une valeur extrêmement importante pour le diffuseur public. Tellement qu'on se fait souvent accuser de n'être pas neutre par des gens qui, notamment, on sort d'une campagne électorale polarisée et polarisante avec un chef d'opposition qui était quand même assez à droite, puis un premier ministre novice en politique et tout. Il y a des gens qui nous disent qu'on est séparatiste puis qu'on est à la solde du gouvernement, à solde des bloquistes. D'autres qui disent qu'on est à la solde des libéraux. Puis d'autres qui disent qu'on est... personne nous accuse d'être conservateur, ça l'a dit. Mais tu sais, les gens, ils nous prêtent des intentions. Ils disent, Radio-Canada, on sait bien, c'est à la solde de Trudeau puis de sa politique multiculturaliste. Donc, la neutralité fait quand même... c'est toujours à regagner. Ouais. La confiance des gens, la confiance du public envers un diffuseur ou envers un média d'information neutre et objectif. Alors, ça, c'est pas facile. Surtout avec les réseaux sociaux, les groupes, les Rebel News de ce monde qui se positionnent en médias, légitimes, alors que non, c'est pas des journalistes, là, c'est des gens qui font du commentaire et de l'opinion. Super intéressant. Du coup, j'imagine que les conflits de valeurs dans le domaine aussi plus en divertissement, c'est moins présent. Oui. Je me rappelle c'est drôle parce que ça va peut-être être anecdotique, mais là, on dirait que je viens de comprendre ce que tu me demandais. J'ai pas vécu ça à Radio-Canada, mais je me rappelle en agence. Okay. Ouais. J'ai rencontré un pigiste qui avait travaillé pour faire de la publicité dans un magazine pour un fabricant de mines antipersonnelles. OK. Conflit de valeurs. OK. Donc, prêter sa plume et son talent pour vendre des engins qui tuent les gens. C'est sûr que à un moment donné, c'est très, très confrontant. Là. Fait que c'est ce genre d'exemple-là. Tu sais, à Radio-Canada, les contenus sont... tout ce qu'on fait comme création, c'est fait pour informer, éclairer, divertir. Il y a trois grands mandats. Mais tu sais, ce genre de situation arrive, c'est sûr et certain. Fait que là, j'imagine que t'as un conflit de valeurs à te dire est-ce que je continue? Tu sais, moi, j'ai travaillé en agence longtemps. J'ai fait beaucoup de pubs pour des chaînes de restauration rapide. J'ai fait beaucoup de pubs pour des très, très, très grosses voitures. À un moment donné, comme parent, je me questionnais. Tu sais, fait que oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Puis peut-être que quand on débute le métier, on se rend pas compte forcément que ça pourrait arriver. Donc c'est quand même important de se conscientiser là-dessus. Oui, je dirais que la jeune génération, les gens plus jeunes que moi, les gens de l'âge de mes enfants qui sont sur le marché du travail depuis quelques années, sont beaucoup plus intransigeants par rapport à ça. C'est une excellente chose. Ouais. La génération X. Oui, une marque qui fait pas la défense de l'environnement ou qui a une éthique par rapport à ses approvisionnements douteuses. Il y a une grande intransigeance de la part des plus jeunes aujourd'hui, les Gen Z entre autres. Puis moi, je trouve que c'est complètement salutaire. Ouais. Super. Je me demande quel a été ton plus beau projet tout au long de ton parcours, tu sais, le projet où tu as peut-être pas le plus performé, mais que
que tu mettrais vraiment numéro 1, qui t'a apporté le plus peut-être de satisfaction personnelle? Il doit y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je dirais les projets les plus d'envergure et tentaculaires que j'ai faits m'ont quand même apporté un sentiment de succès et c'est les Jeux olympiques. D'accord. J'ai découvert... Les derniers Jeux olympiques? J'en ai découvert combien? 5, je pense. Jeux d'été, Jeux d'hiver. Donc, Radio-Canada, comme diffuseur officiel, devient un peu la destination olympique au Canada. Radio-Canada et CBC, évidemment. Et c'est un énorme travail de faire la promotion des Jeux. Donc, c'est comme un 6 mois, là, tu sais, là, non-stop avec une grosse équipe, beaucoup de conversations avec CBC, nos partenaires et nos autres partenaires olympiques, là, le Comité olympique canadien. C'est très réglementé, c'est très rigide aussi à quelque part, le terrain de jeu créatif, on va dire. Donc, c'est pas le projet où il y a eu tu sais, on n'a pas gagné des prix dans des galas de pub ou rien de ça, mais c'était un projet vraiment énorme. Puis quand tu réussis à mener un projet comme ça avec des rencontres hebdomadaires, un comité 360, c'est beaucoup de gestion, beaucoup d'opérations. Puis quand tu réussis à le faire à la fin des 6 mois, puis tu te présentes à toute l'équipe des communications, puis là, c'est genre, mon Dieu, un succès incroyable, un succès d'antenne, un succès de téléchargement, de branchement sur une plateforme numérique, tu fais comme ça, ça a été fait, ça a été bien fait. L'équipe en sort soudée, même si on est fatigué, ça a été long, ça a été parfois ardu, mais tu sais, tout le monde est content d'avoir contribué. Ça, c'est le fun. Et j'imagine que le projet, vous commencez à travailler dessus quand même assez tôt avant que les Jeux olympiques commencent. Ah oui, comme là, les Jeux de Milan Cortina vont être en février, les Jeux d'hiver de 2026. 26. Et puis, j'ai commencé au mois de janvier à l'époque de réunion. C'est quand même une année de préparation. Oui. Et même pendant les Jeux olympiques. Pendant les Jeux olympiques, pour nous, c'est presque moins de travail pour l'équipe de programme, les gens qui sont devant la caméra puis qui sont qui font le commentaire et tous les gens qui travaillent à la diffusion des jeux, eux autres, pendant les jeux, ils n'ont pas de vie, là. Mm-hmm. Par contre, nous, à la promotion, ben souvent, rendu au jeu, le gros de notre travail est fait. Parce qu'on a fait la promotion des jeux avant. C'est sûr que pendant les jeux, il y a quand même plusieurs choses, mais tu sais, on a eu beaucoup de pré-campagnes puis de campagnes publicitaires en amont des jeux. Et déjà, le projet des Jeux olympiques qui me semble être un projet d'envergure, est-ce que tu travailles sur plusieurs projets en même temps ou juste ça, c'est vraiment, ça prend une bonne partie de ton temps? J'aimerais travailler juste sur les jeux, mais c'est impossible. Quand je travaille sur des gros projets, tu sais, moi, de par mon travail, je dois quand même superviser d'autres projets publicitaires aussi. Donc, moi, mon enjeu, c'est vraiment prioriser mon énergie puis mon implication dans les projets. Ça a toujours été quelque chose que à laquelle je dois faire attention pour pas me perdre dans faire des heures de fou où tu sais, je fais plein de petits sauts de puce dans des projets sans m'impliquer en profondeur dans ceux que j'aimerais. Fait que je dois quand même prioriser, mais je peux pas faire juste un projet. Je peux pas m'investir à fond. Par contre, j'ai une gestionnaire de projet dans mon équipe qui va être affectée à la coordination, mettons, de tout le projet publicitaire des jeux. Elle, je la dégage pendant 4 mois à temps plein. Fait que je vais la remplacer pendant ce temps-là pour qu'elle puisse vraiment faire tout le lien entre les programmes. Il y a un travail comme vraiment de coordination très, très important. Moi, je vais me concentrer davantage sur l'aspect créatif. Fait que ça, c'est quand même l'avantage des fois en gestion de pouvoir dire à des personnes je te confierais tel mandat pour telle période. Mm-hmm. Puis travailler sur les Jeux olympiques, plein de gens au travail, c'est tellement un projet rassembleur, puis un projet qui transcende les générations, qui transcende les publics. Là, tout le monde veut regarder les Jeux, tu sais. C'est une fête, les Jeux olympiques, puis on a tellement besoin d'événements rassembleurs puis bienveillants qui sont positifs par les temps qui courent. Fait que c'est sûr que tout le monde veut travailler là-dessus. Fait que ça, c'est le fun. Bon, ben écoute, je prêterai vraiment une grande attention pour les prochains jeux, étant donné que je sais que c'est toi qui va les couvrir.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui désire justement suivre un parcours un peu similaire au tien, mais en fait un parcours pour arriver au point où tu en es aujourd'hui, vraiment d'être dans le monde de la publicité? C'est quoi le meilleur conseil à donner à ce type de personne? Ça va peut-être être plate comme conseil, mais moi, je trouve que la maîtrise du français, c'est vraiment impératif pour faire une carrière en communication. Puis ça inclut aussi le désir de une certaine rigueur dans notre façon d'écrire, dans notre façon de communiquer, de se présenter, de pitcher une idée. Si tu maîtrises pas ton outil de travail, c'est la base. Ça paraît. Ça paraît quelqu'un qui se présente dans un entretien d'embauche ou qui maîtrise pas vraiment sa langue. Je te parle pas d'avoir quelqu'un qui sort du conservatoire puis qui a un français comme un annonceur ou un journaliste ou quelqu'un de complètement c'est un historien ou un professeur en littérature, mais quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait communiquer par écrit, qui est capable d'énoncer une idée clairement, qui est capable de convaincre. Quand tu manies pas les mots, tu as de la misère à formuler ta pensée clairement, c'est dur de vendre une idée à quelqu'un. Surtout si c'est une idée innovante puis un peu champ gauche. Fait que ça serait mon premier conseil. Puis le deuxième conseil, c'est d'être toujours en mode apprentissage. Tu peux pas te dire je sais maintenant comment ça marche. Ça va trop vite, ça change tout le temps. Puis je dirais que c'est encore plus important pour les gens qui veulent s'en aller en gestion. Gérer une équipe, là, ça demande tellement d'humilité. Tellement. Parce que s'il y a un enjeu qui arrive dans l'équipe, un problème, c'est de ta faute. Si toi, tu te laisses dominer par tes émotions comme gestionnaire, c'est de ta faute. Tu sais, je schématise, là. Mais ça prend beaucoup d'humilité pour gérer une équipe et d'être capable de dire « Hey, sais-tu quoi? Ce que je t'ai dit l'autre fois, ça a vraiment sorti. » Je m'excuse, sincèrement. Puis de transmettre à ton équipe que hey, on est tous dans le même bateau. Moi, ça donne que je fais ce poste-là parce que de gestion qui, de temps en temps, fait que je porte le ballon puis que je dis OK, on a discuté là, mais on va faire ça. C'est ça qu'on va faire. Donc, je dois, mettons, porter le chapeau de dire OK, on va trancher, puis c'est comme ça, c'est vers ça qu'on va aller. Mais pour le reste, tu sais, d'être en mode apprentissage puis de te fondre dans une équipe sans nécessairement vouloir prendre toute la place, de se dire, travailler dans une équipe, ça veut dire que je suis un chaînon d'équipe comme les autres. Moi, là, je pense que c'est comme ça qu'on fait les plus grandes choses. Quand tu commences à te poser comme expert, là, ça dure jamais bien longtemps, à mon avis. OK. L'humilité. Oui. Intéressant. Oui. Je me demande aussi, qu'en est-il de la conciliation famille-travail? Est-ce que tu dirais que ton emploi te prend quand même une bonne partie de ton temps? Et la même chose pour les autres membres de ton équipe. Comment ça se présente? Ben, quand j'ai commencé en agence, c'était pas comme aujourd'hui. Ça me rajeunit pas de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai été séparée rapidement du père de mes enfants, puis je me suis ramassée en agence avec 2 petits-enfants, dont j'avais la garde une semaine sur 2, puis des fois, on m'envoyait sur des double shoots. Un double shoot, c'est quand on fait quand il y a un tournage d'un concept publicitaire pour une compagnie bilingue. Donc, on fait un tournage en anglais, puis un tournage en français, souvent dans la ville où je tourne l'anglais parce que le marché est plus gros. Donc, on me disait, en fin de semaine, tu vas aller faire un double shoot à Toronto pour telle marque, tout ça. Puis j'ai mes enfants, puis on me faisait sentir coupable. C'était complètement déchirant. Mais aujourd'hui, surtout depuis que les pères ont commencé à dire, moi, en fin de semaine, je peux pas y aller. C'est end of discussion. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était difficile d'avoir ces conversations-là qui mettent ces limites-là. Puis comme je disais, par rapport aux valeurs des Gen Z d'aujourd'hui, les jeunes 18-30, pas juste les Gen Z, mais les 18-34, mettons, sont beaucoup plus intransigeants, sont intransigeants aussi là-dessus. Le temps qu'ils passent avec leur famille puis la conciliation travail-famille, ça a beaucoup fait changer les choses. C'est pas une génération parfaite, hein. C'est pas, tu sais, la loyauté à l'employeur, eux autres, on est complètement ailleurs, là. C'est une génération qui se déplace, mais qui arrive quand même avec un genre de centre de dire, moi, c'est ça.
Ouais. Donc, les employeurs sont obligés de composer avec ça. Moi, je suis de la génération X où on était juste tellement reconnaissant d'avoir un travail qu'on aurait fait n'importe quoi pour le garder puis faire plaisir à son employeur. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile. Cela dit, aujourd'hui, moi, quitte à pas grimper les échelons, quitte à rester dans un poste où je suis peut-être moins envisagée pour grimper, pour avoir des promotions, pour avoir un poste de gestion plus important, je ne travaille jamais les fins de semaine, presque jamais. Puis le soir, à un moment donné, quand tu as fait 8 heures, 9 heures, là, rendu à 6 heures, 6h30, le cerveau, il suit plus, il faut se régénérer. Mm-hmm. Puis moi, j'ai fait beaucoup de séminaires en gestion, puis en gestion, de séminaires en développement de leadership. Puis je me suis fait dire ça souvent. Un leader performant, c'est un leader qui se régénère. Mm. Il faut se reposer. Fait que moi, je suis bien bonne. Je suis pas bonne dans tout, mais je suis bien bonne pour dire à mon équipe, j'ai regardé tantôt, est-ce qu'il y en a trop? On en enlève-tu un petit peu? Ou, puis voir à mon équipe, là, genre, les jeunes, là, il y en a des jeunes dans mon équipe, là, qui sont archi performants, archi perfectionnistes, archi attachés aux détails. Des fois, je dis, fait que c'est ça le fun aussi d'avoir quelqu'un, plusieurs générations dans une même équipe où il y a quelqu'un qui est capable de dire, ça, c'est pas important, ça, c'est important. On va mettre l'énergie là-dessus, pas là-dessus. Mm-hmm. Pour éviter l'épuisement et tout. Parce que, oui, c'est sûr, quand tu tiens à ce que tu fais puis que t'aimes ton métier, ça nous guette tous, là. C'est de trop s'investir, puis à un moment donné, de se perdre un peu, puis tu te rends compte que t'es fatigué, mais tu continues, puis à un moment donné, whoop, t'es très, très fatigué, puis à un moment donné, whoop, t'es en arrêt de travail. Mm-hmm. C'est dur après de revenir, puis fait qu'il faut faire attention à ça, mais ça, c'est dans tous les milieux. Ouais. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur la génération Z, justement. C'est vrai que il y a cette tendance où cette génération-là quitte son emploi peut-être en moins d'1 an, voire en 1 an, comparé à avant où ben on reste quand même dans un emploi à long terme plusieurs années. Les perspectives sont pas les mêmes. D'une certaine façon, je me dis, il y a un bon côté parce que ça vient peut-être améliorer un peu plus les conditions de travail. On vient mettre un peu plus on vient se concentrer un peu plus sur les conditions pour les améliorer puis essayer de mettre la barre un peu plus haute pour attirer ces personnes-là. Mais d'un autre côté, je suis consciente que ça impacte sûrement aussi le marché du travail, puis c'est un peu plus difficile de trouver des gens à engager. Pas trouver, garder. De garder les gens. Ça, c'est dur. Oui, parce que les gens, les jeunes talents, ils vont aller au plus offrant, je les comprends. Mm. Donc, c'est d'avoir des salaires concurrentiels, d'avoir des bonnes conditions de travail, d'avoir depuis 2020, d'avoir un ratio présentiel, virtuel qui est correct, qui fait leur affaire. Oui, c'est sûr. Dernière question. Est-ce que tu écoutes souvent des podcasts? Oui. Oui? Quel podcast qui t'a le plus marqué? Oh mon Dieu. Ou un podcast que tu écoutes vraiment souvent parce que tu apprécies vraiment les épisodes, tu trouves ça super inspirant. Je suis une malade de True Crime. True Crime. Oui. OK. Ouais. J'en écoute à la télé, puis j'en écoute en balado aussi. Radio-Canada a une plateforme de balado qui s'appelle Audio. Mm-hmm. Radio-Canada Audio. Et ils ont beaucoup, beaucoup de balados sur des enquêtes policières. OK. Des vraies enquêtes policières, c'est pas de la fiction? Policières, non, des vraies enquêtes. Il y a une journaliste très connue de Radio-Canada qui s'appelle Isabelle Richer, qui a couvert le palais de justice pendant des années. Et puis elle a un podcast qui s'appelle Ma version des faits. Donc, elle a couvert le palais de justice, là, des procès là, retentissants, des procès de motards, des procès de crimes sordides et tout. Puis à un moment donné, elle avait tellement emmagasiné d'informations puis de choses épouvantables. Le palais de justice, c'est le drame humain. Hein? Ouais. Donc, elle a décidé de faire un podcast où elle repasse tous les procès, les grands procès qu'elle a couverts, puis elle donne son vécu personnel à elle. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, qu'est-ce qu'elle en a retenu. Ça s'appelle Ma version des faits. C'est complètement addictif. OK. Sinon, il y a une autre série aussi qu'on a à Radio-Canada qui s'appelle Dérive. C'est une série de podcasts qui s'intéresse à des sectes religieuses, des mouvements extrêmes. Par exemple, il y a eu toute une série sur le rituel de sudation.
Donc, tout ce qui est un peu excessif dans le comportement humain avec des conséquences néfastes, fait que ça me passionne. Sinon, il y a un balado aussi qui s'appelle Tout le monde saillit. Ça, c'est des gens qui viennent parler de leurs complexes, OK. Ah, intéressant. de leurs ratés, de leurs insécurités, de leurs doutes. Je trouve ça tellement le fun d'entendre ça. Parce qu'on est tellement dans une société de performance puis de paraître. Ouais, on se sent moins seul sûrement en écoutant ça. Oui, puis des gens qui viennent dire à moi, tu sais, des gens des fois qui sont dans dans la sphère publique puis qu'on trouve extraordinaire, puis qui viennent te dire, hey, mais moi je me sens comme ça en dedans, puis avant d'entrer sur scène, je me sens comme ça, puis quand j'étais petit, je me faisais dire ça, puis fait que ça, je trouve ça toujours le fun d'entendre des affaires très très vraies, très real, très Oui. sans filtre, sans phare. Ça, c'est le fun. Puis l'audio permet ça beaucoup plus que la télé. Là, j'espère mes patrons m'écoutent pas parce que je travaille beaucoup en télé, mais l'audio permet une vérité et une profondeur que la télé, je pense, ne permet pas tout à fait, pas complètement. OK. C'est intéressant ce que tu dis. Juste le fait d'enlever l'image, ça vient enlever de la profondeur. Ça vient ajouter de la profondeur. Ça vient ajouter de la profondeur, justement. Moi, je pense qu'en audio, il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on ne fait qu'écouter au lieu d'écouter et regarder. Il y a une profondeur supplémentaire qui s'installe dans un propos que tu écoutes seulement au lieu de l'écouter puis de le regarder. OK. Mais Je parle vraiment là, comme mettons une entrevue. Mm-hmm. Une entrevue à la radio ou en balado, ça va toujours plus loin qu'une entrevue à la télé où il y a le look, il y a la façon de recevoir la question qui se lit dans le visage, l'interprétation qu'on en donne. C'est vrai, peut-être qu'on est plus distrait à voir l'image et que... Je pense que l'image prend de la place, puis la caméra prend de la place dans l'éclairage. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vas à la radio, tu sais, énormément d'émissions de radio qui se font où je travaille, puis les gens arrivent les cheveux tout croche, puis mais ce que tu dis dans le micro, par exemple, il se passe quelque chose dans la communication entre l'intervieweur et l'interviewé de supplémentaire, en termes de profondeur, en termes de connexion, en termes de jusqu'où tu peux aller pour amener quelqu'un à se livrer. Moi, je pense que en balado, en balado ou en radio, peu importe là, dans un support audio, il y a quelque chose de particulier, de proximité. Ouais. Wow! C'est super intéressant. Merci beaucoup, Anne. C'est déjà la fin du podcast et c'était vraiment super enrichissant. Pour les personnes qui désirent peut-être te suivre ou voir un peu ce que tu fais ou tout simplement te poser peut-être des questions, où est-ce que tu aimerais qu'on les redirige? Est-ce que tu as une page spécifique à toi qui est un peu publique ou pas du tout? Ben oui, je suis sur LinkedIn et Facebook, c'est sûr, mais vous pouvez me rejoindre via Academos sans problème. Là. Je réponds rapidement. J'adore faire ça d'ailleurs. Donner répondre à des questions, que ce soit sur le monde de la publicité ou la gestion, peu importe. Là, ça me fait toujours plaisir. Super, ben je mettrai le lien de ton profil Academos en barre de description et je te remercie beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu, ça me fait très plaisir. Merci.